Bonjour, dans cette vidéo, je vais brièvement vous expliquer comment calculer un coût complet par la méthode dite ABC, Activity Based Costing. Pour rappel, une autre vidéo est consacrée au calcul des coûts complets par la méthode CAS, la méthode des centres d'analyse stratégique. Pour commencer, on peut redire qu'un coût complet est un coût qui intègre la totalité des charges relatives à l'objet de ce coût. Il doit donc intégrer tous les postes de dépenses de l'entreprise et toutes les charges qui leur sont associées. On a vu aussi précédemment que ce coût complet permet de se faire une opinion sur la rentabilité à long terme d'une entreprise en reconstituant le résultat de l'entreprise et celui qui est généré par chaque produit. La méthode dite ABC est apparue dans les années 1980. Elle visait notamment à prendre en compte le degré grandissant de la personnalisation des produits et le raccourcissement de leur durée de vie. Pour calculer un coût complet par la méthode ABC, au lieu de travailler avec des centres de coûts, on travaille sur des activités, comme son nom l'indique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle activité? Eh bien, la plupart du temps, il faut se positionner en tant que client de l'entreprise pour mieux les identifier. Dans le sens qu'on lui donne ici, une activité est un ensemble de tâches homogènes qui permet d'aboutir à un livrable, une production qui comporte une valeur ajoutée. Les activités peuvent être regroupées en familles qu'on appelle des processus. Un processus est un ensemble d'activités reliées entre elles par des flux significatifs d'informations ou de matières et qui se combinent pour fournir un produit matériel ou immatériel. Une activité est un ensemble homogène de tâches, de personnes, de processus technologiques, etc. qui se rattachent à une ligne de produit ou à un service depuis sa phase de création, qu'on appelle l'input, jusqu'à sa mise en vente, l'output. Autrement dit, ce n'est pas l'organisation de l'entreprise qui commande la manière de compter ici, mais plutôt la réalité des événements qui se déroulent dans l'entreprise. Le produit mis sur le marché est donc le fruit d'un ou plusieurs processus. Il est à noter que la formulation de l'étiquette qu'on met sur ce processus est libre. On doit se poser la question de l'échelle à laquelle on réfléchit et on travaille. On peut imaginer, par exemple, avoir un processus qu'on nomme traitement d'une commande, et que ce processus soit composé de deux activités, la production de la commande en tant que telle et la livraison de la commande. L'activité production de la commande peut elle-même être décomposée en tâches. Imaginons ici trois tâches: la programmation de la production, la fabrication des articles proprement dites, et le contrôle qualité, qui vérifie si les articles sont conformes. En ce qui concerne l'activité livraison de la commande, on peut imaginer la décomposer en trois autres tâches, comme le conditionnement de l'article, son expédition et sa facturation. On voit ici que cette méthode est très plastique, car elle permet de définir des éléments, les processus, les activités et les tâches, de manière assez différente selon l'angle de vue qu'on utilise. Dans notre exemple ici, on pourrait très bien imaginer que la facturation soit considérée comme une activité à part entière, si on lui reconnaît un phénomène complexe composé de différentes tâches bien distinctes. La toute première étape pour calculer un coût complet par la méthode ABC, c'est donc de clairement identifier les grands processus à l'œuvre dans l'entreprise, ainsi que les activités et les tâches qui la composent. Là encore, ce travail nécessite d'avoir une connaissance assez précise de l'entreprise. Cette connaissance peut être issue soit de votre observation, soit du récit qui vous en est fait par les collaborateurs. L'objectif est d'être le plus factuel possible dans cette récolte d'informations. On note également que certaines activités peuvent être dépendantes d'autres, et que cela conduise, comme dans la méthode CAS, à une répartition secondaire de certaines charges. Le résultat de cette première étape se traduit par un schéma retraçant l'itinéraire suivi par tous les livrables. Ainsi, certaines activités peuvent être communes à plusieurs livrables et d'autres pas. Mais si elles sont effectuées par un même service, même si elles sont effectuées par un même service, au sens de l'organigramme de l'entreprise. Une fois que tous les processus et toutes les activités sont cartographiés et qualifiés, on peut passer à l'étape 2,
qui consiste tout simplement à répartir les charges indirectes sur toutes les activités concernées. Par exemple, les frais de contrôle et de certification de la machine de découpe de tôles métalliques vont être affectés à la tâche découpe des tôles, elle-même affectée à l'activité préparation de la carrosserie. Mais tous les produits ne passeront pas forcément par cette activité-là. On fait donc un découpage de l'ensemble des charges indirectes sur l'ensemble des activités et l'ensemble des tâches de toute l'entreprise. La troisième étape consiste à déterminer des inducteurs d'activité. Un inducteur d'activité est une mesure unique de l'activité en question. Il doit donc proposer un comportement de coût qui soit pertinent avec la réalité des charges occasionnées. On distingue en fait 4 grands types d'inducteurs. Les inducteurs de volume fabriqué, les inducteurs de changement de lot ou de série qui s'appuient sur l'importance du paramétrage d'une machine ou d'une ligne de production, à l'opposé en quelque sorte des économies d'échelle permises par une production de masse standardisée. Les inducteurs de soutien spécifique à l'échelle d'une activité particulière, comme par exemple une campagne de publicité propre à une des marques du portefeuille de marques détenues par une entreprise. Et les inducteurs de soutien général à l'échelle de toute l'entreprise, comme par exemple des heures d'intervention du service support informatique. Pour revenir aux inducteurs de volume fabriqué, ils sont en fait à prendre dans un sens élargi. On comprend aisément que la main-d'œuvre de production va être très souvent comptabilisée à l'heure, puisque les salariés sont payés en fonction de leur temps de travail. Mais les choses sont parfois moins évidentes lorsqu'on parle de machines. En effet, dans le cas d'un véhicule utilitaire d'entreprise qui est partagé, on peut imaginer prendre pour inducteur le nombre de kilomètres parcourus. Mais on peut aussi imaginer raisonner non pas en termes de distance, mais en termes de temps d'utilisation, et donc utiliser comme inducteur l'heure d'utilisation du véhicule. De même, une réflexion est nécessaire sur la nature même des opérations effectuées par une machine. Ainsi, sur une ligne automatisée d'embouteillage de boissons, on peut facilement prendre comme inducteur le nombre de bouteilles qui ont été remplies et capsulées. Mais dans une entreprise de travaux publics, il paraît peu opportun, par exemple, d'utiliser des kilomètres parcourus ou des kilomètres de tranchées comme inducteur d'une pelle mécanique. En effet, ce type de machine nécessite des compétences spécifiques et même une habilitation pour pouvoir l'utiliser. L'opérateur devient alors indissociable de la machine et il paraît plus opportun de comptabiliser la pelle mécanique en heures comme pour l'opérateur. À l'étape 4, on affecte, activité par activité, les charges indirectes et leurs inducteurs respectifs. On peut alors faire un inventaire de toutes les charges indirectes de façon détaillée, ainsi que tous les inducteurs qui sont utilisés. Cela aboutit au regroupement des charges indirectes qui ont le même inducteur. Il faut être très vigilant dans cette opération et ne pas agréger des inducteurs se ressemblant, mais non moins distincts. Par exemple, on ne peut pas regrouper un nombre de commandes de fourniture et un nombre de commandes clients sous prétexte qu'il s'agit d'un nombre de commandes. Il ne s'agit évidemment pas des mêmes commandes. Dans l'exemple ici, on voit que l'inducteur utilisé pour l'activité fabrication et pour l'activité contrôle qualité est le même. On peut donc ajouter les charges indirectes correspondantes. 300 000 € plus 38 000 € égale 338 000 €. Idem pour les activités conditionnement, livraison et facturation. Elles ont toutes les trois le même inducteur qui est le nombre de commandes clients. On peut donc faire l'addition des charges indirectes correspondantes et on obtient 188 000 €. L'étape 5 consiste très logiquement à calculer le coût unitaire de chacun des inducteurs. Pour cela, on divise le montant total des charges indirectes attribuées à l'inducteur par le volume total du même inducteur. En suivant l'exemple précédent, on peut donc diviser les 47 000 € de charges indirectes qui sont affectées à l'inducteur nombre de fournisseurs par la valeur de cet inducteur. Ici, c'est 10.
et on obtient ainsi un coût unitaire par inducteur de 4 700 € par fournisseur. Et on procède de même avec les autres inducteurs. On remarque au passage que les charges d'administration, qui sont des charges indirectes par nature, sont affectées en supplément des autres charges à l'euro de charge indirecte affectée. C'est donc ici une sorte d'inducteur chapeau, dépendant des charges indirectes affectées aux autres inducteurs. On aurait pu utiliser un autre inducteur comme le coût total de production. Là encore, plusieurs possibilités existent. À l'étape 6, il faut calculer le coût complet, puisque c'est toujours l'objectif de la méthode. Pour cela, on se focalise sur un produit en particulier, une référence. Et on fait la somme de toutes les charges directes qui s'y rapportent. Pour le moment, nous n'en avions même pas parlé dans la méthode ABC, puisqu'on ne s'occupait que des charges indirectes. La somme des charges directes est ensuite additionnée à une quote-part de charges indirectes calculée en multipliant le coût unitaire de chaque inducteur concerné par le volume d'inducteurs consommé par le produit auquel on s'intéresse. Une fois qu'on a cumulé toutes ces charges, il ne reste plus qu'à diviser par le nombre d'unités produites pour la référence en question et on obtient le coût complet unitaire. Tout comme avec la méthode des centres d'analyse stratégique, on peut calculer la différence entre les recettes totales par référence vendue et le coût total de cette même référence. On obtient un résultat, c'est-à-dire un bénéfice ou un déficit par référence mise sur le marché. Ça peut donc permettre d'isoler une référence parmi l'ensemble des ventes et ainsi de diagnostiquer celles qui sont très bénéficiaires et celles qui le sont moins, voire qui sont déficitaires. Et si on dispose de quelques chiffres de référence, cela permet d'identifier les activités internes de l'entreprise qui sont les plus compétitives et celles qui le sont moins. Alors quand utiliser la méthode ABC pour calculer des coûts complets? La question se pose autant que pour la méthode CAS. Comme on a pu le voir, cette méthode permet d'affecter les charges indirectes de façon plus réaliste que la méthode des CAS. On va donc la privilégier lorsque les charges indirectes représentent une part importante du total des coûts, même si elle est aussi exigeante en collecte de données préalables. La méthode ABC est particulièrement bien adaptée aux circuits de production qui sont complexes et diversifiés, puisqu'elle décompose toute la production de l'entreprise en activités élémentaires. De ce même fait, elle convient également aux courtes séries de production, celles qui sont renouvelées ou modifiées très régulièrement. L'organisation de la production en système juste à temps et quasiment sans stock est aussi un indicateur du choix de cette méthode. Comme on l'a vu, la méthode ABC permet de préciser les réels coûts de production. En s'appuyant sur une bonne cartographie des activités, elle donne une meilleure traçabilité et met mieux en évidence des liens de cause à effet. On peut dire aussi qu'elle limite largement le traitement en cascade des charges indirectes et réduit grandement l'aspect arbitraire de ce type de traitement. Par contre, sa principale contrainte est de nécessiter beaucoup d'informations, ce qui peut être long et fastidieux à collecter. Et l'information doit être suffisamment fiable et récente, d'où la nécessité d'avoir en contrôle de gestion des processus de collecte d'informations qui soient pertinents et opérationnels. Mais ça, c'est une autre vidéo.